Merci. Merci aux militants qui ont préparé cette réunion. Il faut toujours remercier les militants. Sans militants, rien de grand ne s'est fait dans le monde. Merci à vous d'être là. Je voudrais, j'ai le plaisir avec Clermont-Ferrand, et je reviens, il me manque quelqu'un dans la salle, je voudrais juste le nommer en souvenir de lui. C'est Bernard Grandjean. Un si bel exposé, qu'est-ce qu'il me reste à dire? Tu as tout fait. Je vais essayer de... Je vais recouper une partie des choses que tu as dites, forcément. Je vais te poser des questions aussi, tiens, après tout. Je cherche dans le désordre, comment ça me vient. Qui a dit, il y en a assez que les ayatollahs de la Cour de cassation s'en prennent ainsi sur les temps forts, de façon salafiste, sur les temps forts du Code du travail. Gérard Larcher. Qui a dit les prud'hommes, ça insécurise les employeurs. Par exemple. Qui a dit la vie, la santé et l'amour sont précaires, pourquoi le travail ne le serait-elle pas? Par exemple. Qui a dit la liberté de penser s'arrête là où commence le code du travail? Par exemple. Voilà. Ah bah je vous attends tous au point. Hein. Bon. Écoutez, pour reprendre la question, moi je démarre toujours de l'article 1 en fait, initial de la loi El Khomri. On ne sait pas comment ça va être au Parlement. Ceci dit, vous ne laissez pas intoxiquer par tout ce qui sort dans les médias actuels sur le Parlement, ça finit en autre boudin. Il y a des amendements de droite, il y a des amendements de gauche, et à la fin, le gouvernement remettra la sauce qu'il voudra. N'écoutez pas le journaliste qui de temps en temps vous dit ça s'améliore, ça va dans ce sens-là. Pour l'instant, absolument rien n'est modifié sur le fond depuis le début de la loi, parce que tout tient dans cet article 1. C'est celui en gros qui dit que les droits et libertés des travailleurs sont subordonnés au bon fonctionnement des entreprises. Nous, ça fait un siècle qu'on se bat pour que le bon fonctionnement des entreprises soit subordonné aux droits et libertés des travailleurs. Tout est là. Je peux m'arrêter, on a tout compris. Le code du travail, tu l'as dit, enfin, on va faire tout le calendrier, mais vraiment, c'est la catastrophe de Courrières en 1906. Je ne cesse de le redire, c'est 1099 morts dans le fond de la mine par un coup de grisou. Et le patron se comporte comme tous les patrons d'aujourd'hui, d'hier, d'avant-hier et de demain. Il dit en gros pour prendre le travail tout de suite. Il exige qu'on arrête les recherches pour les survivants. Il dit sinon le charbon polonais va arriver. Et sinon j'ai plus de sous, je ferme la mine. Donc les gens reprennent le travail. Et il faudra 12, 13, 14 jours pour que réapparaisse en fait 13 plus 1 survivant. Évidemment l'émotion est considérable. Comment le patron a-t-il pu ordonner d'arrêter les recherches? Comment a-t-il pu décider la mort de ces gens qui n'ont dû leur survie que leur propre courage et une chance supplémentaire parce qu'on les avait laissés mourir au fond de la mer? Il n'y a pas BFM Télé à l'époque. Il n'y a pas ITélé, mais toute l'opinion française est alertée par ce qui s'est produit. Il y a une telle honte sur l'employeur qu'il est décidé, c'est une décision historique, d'extraire le secteur travail du ministère de l'économie et de fonder un ministère du travail indépendant du ministère de l'économie pour que le droit du travail échappe aux exigences de compétitivité, de rentabilité et de profit des entreprises. C'est ça l'histoire du Code du travail. C'est pas qu'on soit subordonné aux besoins des entreprises. C'est qu'on échappe à ceci, qu'on protège les droits humains, leur vie, l'hygiène, la santé, la sécurité, les conditions de travail, le salaire, la vie familiale, la vie personnelle. Toute la vie du salarié doit être protégée de l'entreprise, pas soumise à l'entreprise. Et à l'époque, c'est ce qui a été fait. Valls devrait le savoir, parce que celui qui l'a fait, c'est Clémenceau. Il paraît que c'est son modèle. Il aurait mieux fait de retenir l'histoire, parce que le Code du travail est né à partir de décembre 1910 ensuite. Au début, c'était 3 lois et 80 décrets, mais évidemment, il s'est étoffé. Parce qu'à l'époque, il y avait 3 millions de salariés. En 1936, il y avait 9 millions de salariés. Aujourd'hui, en 2002, il y avait 17 millions de salariés quand on est passé aux 35 heures. En un siècle, le Code du travail s'est étoffé pour suivre le développement des techniques, pour suivre la vie des humains dans la totalité des entreprises. Dans un hôpital, il y a 271 métiers. Il faut bien répondre. Et le Code, petit à petit, il a évolué de 8
lutte en lutte, des grèves de 1920, 1936, 1945, 1968, et puis des lois, au Roux, au Brie. Il a évolué sous l'impact de grèves, d'occupations, de manifestations, de séquestration, de chemises déchirées. Il a évolué sous l'impact de nuits parlementaires, et il s'est constitué comme un texte incarnant les rapports de force sociaux. C'est pas un texte qu'on peut réécrire. On ne peut pas mettre deux bidules là qui disent je vais le réécrire, on est deux, je le réécris, ni même 15. Personne ne pensera à chacun des détails du code qui est venu d'une lutte, d'une revendication, d'une précision dans le combat pour telle chaussure de sécurité, ou pour accrocher le baudrier de cette façon-là, ou pour choisir telle ou telle protection. C'est venu d'un travail social, d'un conflit social entre ceux qui sont exploités et ceux qui exploitent, pour trouver des règles qui permettent de protéger le salarié. Ça, c'est le fond. On ne peut pas réécrire le code, on peut l'améliorer, on peut l'amender, on peut le perfectionner en permanence. Il y a tellement de droits encore à conquérir. Mais le réécrire serait une forme d'aberration, parce que ça veut dire que le cerveau, à un moment donné, s'arrête, et on n'est plus proche des forces sociales de l'histoire, et on dit voilà comme ça, comment on réécrit maintenant. Mais le temps passera vite. Quelque temps plus tard, il faudra réécrire, et on aura oublié les choses. Ce fut l'erreur principale de Badinter et de Lyon-Camp. Ils ont cru qu'ils se mettaient à deux le soir d'un dîner bien arrosé, et qu'ils disaient on réécrit le code demain matin avec 50 mesures. Ils ont écrit 50 mesures, ils ont oublié la principale, ils n'ont pas parlé du temps de travail. Alors après, ils se sont aperçus qu'il fallait d'autres mesures. Ils ont fait 61 au lieu de 50. Et entre-temps, il avait changé sur la discrimination, sur plein d'aspects. Ce qui prouve que c'est pas un comité Théodule, ça n'est pas deux intellectuels, ça n'est même pas deux spécialistes du droit qui peuvent réécrire. C'est le mouvement social qui produit le code du travail. Il est le produit de ce mouvement social. Et c'est à ce mouvement social qu'ils sont en train de s'attaquer pour fondamentalement détruire le siècle d'histoire qui est entre 1906 et maintenant. Alors, dans le code, il y a des grandes lignes, je les ai mentionnées. L'histoire du code, finalement, c'est l'histoire de la réduction du temps de travail. C'est vrai que ça commence avec le docteur Villarmé en 1840, qui fait une étude sur les fabriques un peu partout dans le pays, qui voit les gens travailler 15 heures, 16 heures, 17 heures par jour, les femmes et les enfants, et qui meurent au travail. Et le docteur Villarmé dit une chose, il faut travailler moins. Il va falloir 80 ans pour passer de la journée de 17 heures à la journée de 10 heures. En 1919, 1840, 1919, 1920, et encore pour les textes. Il va falloir 70 ans pour passer de la semaine de 40 heures à la semaine de 35 heures. Je tire votre attention là-dessus parce que là, les 35 heures vont être remises en cause de facto. Mais en 70 ans, on a fait 4 choses en même temps. On a produit plus. On ne sait même pas mesurer entre 1936 et 2002. Le PIB s'est multiplié par 5, par 6, par 7 fois. On a gagné plus. On ne sait même pas mesurer. 4 fois, 5 fois, 6 fois plus entre 1936 et 2002. On a doublé le nombre de salariés, ça on sait mesurer. Il y en avait 9,5 millions, il y en a 18 millions en 2002. Et ça en travaillant moins longtemps. Vous vous rendez compte, pendant 70 ans en France, on produit plus, on gagne plus, on travaille moins et on double le nombre d'emplois. Ça a marché pendant 70 ans. Pourquoi voulez-vous qu'aujourd'hui on fasse le contraire? Il y a eu une guerre mondiale et 2 guerres mondiales coloniales pendant ces 70 ans. Pourquoi? Qu'est-ce qui imposerait aujourd'hui de faire tourner la roue de l'histoire à l'envers? On peut et on doit continuer à réduire la durée du travail. On a 850 000 naissances en France depuis l'an 2000. Chaque année, sauf l'année dernière, il y a 800 000. 850 000 naissances. Les bébés de l'an 2000, ils ont 18 ans dans 2 ans. Chaque année, dans 2 ans, il y aura 400 000 demandeurs d'emploi supplémentaires mécaniquement en France. S'il n'y a pas une diminution du temps de travail et un partage du travail à ce moment-là, si ce qui a été entamé depuis un siècle ne se continue pas, alors il y aura 10 millions de chômeurs en 2030. Alors maintenant on nous dit, attendez, on va organiser, c'est la nouvelle connerie, pour qu'on puisse travailler 12 heures par jour et 60 heures par semaine. Mais s'il y a du boulot pour 12 heures par jour et 60 heures par semaine, pourquoi il y a 6 millions de chômeurs? Dans quelle aberration sommes-nous pour envisager cela, au lieu de continuer à réduire la durée du travail? Deuxième chose sur le code, tu l'as dit aussi, ce qui caractérise un contrat de travail est un lien de subordination juridique permanent. Un lien de subordination juridique permanent. Dans
entreprise, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de citoyenneté, il n'y a pas d'égalité. On n'est pas le collaborateur, on est subordonné. C'est l'employeur qui décide la naissance du contrat, la gestion du contrat, la rupture du contrat. Et c'est à cause du fait qu'on est subordonné qu'on a un code du travail en contrepartie. C'est parce qu'on est subordonné qu'on a des lois qui nous défendent. Et donc il est nécessaire de bien comprendre le statut de chaque salarié et ne pas tromper sur la place qu'on occupe dans l'entreprise. À chaque fois, je dis le même principe. Bon, j'ai fait 30 ans, hein, inspecteur du travail, j'ai dû visiter 9 ou 10 000 entreprises. Et avant, moi j'ai bossé, je suis un fils d'ouvrier, j'ai bossé pendant 10, 12 et 14 ans, je sais ce que c'est. Et le code, non seulement je le connais, mais je sais la vie de l'entreprise. Alors quand une DRH m'accueillait comme inspecteur pour me dire bonjour monsieur l'inspecteur, je vous présente mes collaborateurs. À chaque fois, j'en rajoutais une autre. Je dis, c'est quoi? Ils sont clandestins, vous n'avez pas déclaré, ils sont pas sur le projet du personnel. Mais si, monsieur l'inspecteur, je vous assure, mais on les appelle collaborateurs, c'est pour les valoriser. Vous vous rendez compte, si on avait mis le mot collaborateur dans le code du travail en 1945-46, ça aurait été valorisant. Et ils appellent comme ça, parce que vous savez tous ce que ça veut dire. Hein. C'est pour faire croire que dans l'entreprise, on est au même plan, au même niveau, dans le même challenge, dans le même défi, dans le même bateau, jusqu'à ce que le patron parte avec le bateau et que vous restiez amarré sur le quai au Pôle emploi. Et alors là, vous comprenez tous que vous n'étiez pas collaborateur, mais bel et bien subordonné, et qu'il fallait des droits pour vous protéger face à une menace de ce genre. Et sur le plan de l'égalité, le MEDEF a organisé il y a 3 ans un colloque sur la soumission librement consentie. Compliance without pressure. Ça fait moderne de dire comme ça. Et c'était l'idée, vous êtes à égalité dans le contrat. Il n'y a pas la subordination. C'est pour ça que tu as cité Repsamen tout à l'heure et qu'il avait dit ça il y a un an. Il n'y a pas la subordination, donc renoncez à vos droits. Renoncez à la contrepartie, renoncez au code. Il n'y a plus de matière. Vous êtes chacun individualisé. Et c'est ce qu'ils vont faire, notamment quand ils visent non seulement à attaquer les droits des salariés, je vais en reparler aussi comme toi, mais ils visent aussi à attaquer le salarié en tant que tel, c'est-à-dire à renvoyer des salariés vers des indépendants ou entrepreneurs pour qu'ils n'aient plus à faire référence à ces droits. Et dans les deux cas, évidemment, c'est une attaque sur le coût du travail, comme ils disent. Voilà, le coût du travail, je suis comme vous, hein, c'est pas un coût, c'est une richesse. Ce qui coûte cher, c'est le coût du capital. C'est pas celui du travail. Et donc, c'est celui qui veut le baisser. Tout ce qu'ils visent, c'est ça, par les attaques El Khomri, et puis ensuite renvoyant les gens avec Macron vers des auto-entrepreneurs et des indépendants, c'est ce qu'ils font aussi pour baisser encore plus le coût du travail, cette fois de 50 ou 70% en plus. Alors, quand on voit l'attaque que fait Badinter, que fait El Khomri, tu as raison, tu as énuméré toutes les lois, ça fait 3 ans que ça dure, au total il y a quelque chose comme 500 articles. Moi, je les décortique dans mon petit bouquin, mais les 500 articles ont tous une même visée. C'est faciliter le pouvoir absolu de l'employeur et dégrader tout ce qui était les institutions représentatives du personnel, le délégué syndical, les critères, les règles, les rites qui étaient mis pour négocier, les usages, tout ce qui était les protections les uns après les autres. C'est pour ça que c'est très long à expliquer. Vous savez, il faut qu'on arrive ici le 28 avril à expliquer. Parce que les gens, ils sont paumés exprès par les médias. Hein. Vous avez vu, il n'y a aucun débat sérieux sur le fond de la loi pour vous expliquer. Vous avez à la télé, il voit le code du travail et il dit 1,4 kg. Ouais, c'est redoutable. Parce que ça dit aux gens, c'est peut-être votre code, mais 1,4 kg. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec 1,4 kg? C'est pas à vous. Vous n'allez pas le lire. C'est pas pour vous. C'est trop gros. C'est plus violent comme attaque que tout le reste. 1,4 kg. Qu'est-ce que vous voulez faire d'1,4 kg? On a bien raison de vouloir réduire. On a bien raison de vouloir réduire. 1,4 kg. Et Bayrou avait fait pareil, si vous vous souvenez tous, en Parole et des actes, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous l'avez jeté le code sur la table. 3990 pages, c'est ce qu'on paye de travailler en France. Et après, j'ai montré le petit code suisse, là, en disant, l'appareil il est tout petit, regardez, c'est pour ça qu'il y a 5% de chômeurs en Suisse. Il venait de faire 3-4 mensonges en une seule fois. Il n'y a pas de code du travail en Suisse. C'est un bon mensonge. C'est un trait qui est sur la paix au travail entre les cantons finit après guerre. Et après, en Suisse, il y a un droit, mais il y a un droit civil dans chaque canton, qui est plus gros que ce qu'il y a dans le code du travail à 3990 pages. Quant aux 3990 pages, vous savez l'argument. Je sais que c'est vulgaire d'être obligé d'y répondre encore et encore, mais il faut le faire aux gens. Il y a 3300 pages de commentaires, il y a 675 pages de loi. C'est 250 grammes de loi, hein, comme chez le boucher, là. C'est la bonne viande.
Hein. Et le reste, c'est les arrêtés, les décrets, c'est la jurisprudence, le commentaire de la jurisprudence, le glossaire, le sommaire. Alors on vous effraie 1,4 kg. Bon, mais en vérité, c'est comme si c'est une question d'édition, c'est comme si vous publiez François Sagan amendé par Marcel Proust. C'est trompeur. Et vous êtes en mesure de dire que c'est pas la grosseur du code qui est un problème. Tous les codes sont gros. Il y a 27 codes du travail en France, 27. Ils sont tous plus gros encore que le code du travail. Ils ont qu'à regarder le code des impôts. Ils auraient mieux fait de s'attaquer au code des impôts, par exemple. On n'aurait peut-être pas le scandale de Panama. Ils auraient mieux fait de s'attaquer au code des impôts. On n'aurait peut-être pas 600 milliards d'affaires françaises de paradis. Ils auraient mieux fait de s'attaquer, parce qu'on n'aurait pas 80 milliards de fraude fiscale, on n'aurait pas LuxLeaks, c'est-à-dire 58 multinationales qui nous prennent 100 milliards par an au Luxembourg avec la complicité de Jean-Claude Juncker. C'est évidemment à ça qu'il fallait s'attaquer. Quant au code du travail, qu'ils arrêtent aussi sur la grosseur, ben on va leur dire, le code du travail allemand, il est plus gros encore. Voilà. Et en Allemagne, les délégués, c'est à partir de 5 personnes, c'est pas à partir de 11. Et maintenant, le droit du licenciement en Allemagne, il est plus protégé que ce qu'il est en France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul argument pour nous dire qu'il faut toucher au code du travail pour faire l'emploi. D'ailleurs, François Hollande, quand il était parti dans le Pacifique là, le 21 février, il avait dit c'est pas tellement pour faire l'emploi, c'est pour un nouveau modèle social. Et qu'est-ce qu'il lui a demandé de faire un nouveau modèle social? Où est-ce qu'il en a parlé jusqu'à présent? Il nous a parlé de lutter contre la finance, mais pas faire un nouveau modèle social pour plaire aux vedettes. Ça, c'était pas prévu, ça. Bon, et après, vous avez une théorie qui dit là, c'est pas tellement l'emploi, c'est pour réviser, faciliter le fonctionnement des entreprises. Ben, c'est pas non plus ce qu'on lui avait demandé. Et d'ailleurs, personne ne demandait à toucher au code du travail. Pour la raison très simple, c'est que la droite l'avait déjà réécrit. Il y a une mémoire de poisson rouge. Entre 2004 et 2008, le code du travail français a été intégralement réécrit par ce qu'on a appelé la recodification, par ordonnance de décembre 2004. Ça a été une commission comme celle qui propose de remettre en place d'ici 2019. La commission était sous la direction d'un certain Jean-Denis Combressel, directeur général du travail. Elle était appuyée sur le cabinet Barthélémy, qui était le plus grand cabinet d'avocats au service du MEDEF. Et avec des universitaires, les plus droitiers qui ont été choisis. Ils ont enlevé 1 500 000 signes. Ils ont enlevé 10% du code. Ils ont enlevé 500 lois sur 250 lois. Et ils ont, à ce moment-là, réduit le code massivement. Et ils ont, par contre, redécoupé les 500 lois restantes en 3850, en les numérotant alinéa par alinéa. Ce qui fait qu'ils disent qu'il y en a beaucoup trop maintenant, alors qu'il y en a moins que ce qu'il y avait avant la redification. C'est un simple problème calcul. Mais comme on prend tous les gens pour des gogos, et qu'on imagine qu'ils n'iront pas fouiller dans les 1,4 kg, on leur dit pas. Et pourtant, vous savez, la recodification, ça vaut la peine de revenir sur la façon dont on traite le code du travail dans notre République, ou plutôt dans notre société. Parce qu'à l'époque, Chirac avait promulgué le nouveau code en pleine campagne présidentielle. On était en 2007, mars 2007. Pas un candidat à l'époque ne s'était emparé du problème et ne s'était indigné. Moi j'étais là tout seul avec mes petites mains à faire des communiqués en disant on arrête ça, c'est grave. J'avais fait avec mon collègue à Bozit, on avait distingué 105 comme au jeu des 7 erreurs, 150 différences entre l'ancien code et le nouveau code pour montrer que tous les changements qu'ils apportaient, ils faisaient des changements théoriques déjà. Ils ont viré la durée du travail du chapitre santé et ils l'ont mis dans le chapitre salaire. Ils nous disaient c'est pareil, c'est à droite constante. Ah non, c'est pas du tout pareil de mettre la durée du travail dans le chapitre santé ou de le mettre dans le chapitre salaire, parce que vous n'avez pas la même vision et derrière une affaire de plan, vous induisez une perception globale du code qui est différente. Mais ça, ils en ont fait plein. Alors, il y avait 150 différences, on a essayé de les faire entendre, personne n'écoutait. Puis ils ont quand même ratifié. Vous savez comment le Sénat a ratifié le code du travail à cette époque-là? Le 23 septembre 2007. Ils ont su 994 pages format A4 la veille au soir. Ils ne l'ont pas lu et ils ont pris 20 minutes avec tous les sénateurs pour ratifier ça. Vous savez comment l'Assemblée l'a ratifié? Ça a été un peu plus rude. Mais ça vaut le coup d'être raconté maintenant. Parce que, bon, moi je faisais des articles, j'ai réussi à passer un article à l'époque, c'était, il l'avait pris, Libération. La fille était une remplaçante, elle m'appelle, elle me dit non, on va écrire le code du travail. Elle me dit ça fait 3 ans. Elle me dit bon, je ne savais pas. Elle me dit je vais vous passer votre article dans 15 jours. Ah ben non, c'est trop tard, ça va passer à la santé. Bon ben je vous le passe demain. Le lendemain, Libération sort avec massacre du code du travail dans un silence général. J'en ai pas demandé tant. Mais la première personne qui m'appelle pour donner le détail de l'histoire, c'est Pierre Jox, qui était membre du Conseil constitutionnel à l'époque. À CGT, seulement CGT du Conseil constitutionnel. Et Pierre Jox m'appelle et me dit qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben, j'ai dit, ben, il réclame le code. Il me dit, je savais pas. Ben, j'ai dit, pourtant, là où tu es, tu devrais savoir. Il m'a dit, monsieur, au Conseil constitutionnel, le code du travail,
Alors je dis, bah, écoute, on peut se battre. Il me fait venir, je lui vais avec ma clé USB, les dossiers, je lui explique tout ce qu'il y avait comme différence et tout ça. Et il m'a aidé à ce moment-là, parce qu'on a fait un petit peu de tournée, fait une conférence de presse avec Roland Buzeau, qui était au Parti communiste, avec Alain Vitalis, qui à l'époque était avocat pour le travail, avec Martine Billard, qui à l'époque était vert. Et on a essayé un petit peu de faire bouger les choses. Ah, on a eu à peine quelques échos de presse. C'est arrivé à l'Assemblée le 4 décembre, et à l'Assemblée, le groupe parlementaire quand même, toute la gauche s'est réunie pour se battre sur les 150 amendements qu'on avait fait. Au lieu que ça passe en 20 minutes comme au Sénat, ça a duré 8 heures. Et l'UMP, qui méprisait totalement cette histoire, avait désigné une députée toute fraîche qui était élue de Perpignan, qui s'appelait Jacqueline Hirst. Et il lui avait dit, t'inquiète pas, si tu connais rien, tu réponds, c'est à bras constant. Lisez le journal officiel de la République française. Pendant 8 heures, elle va répondre 250 fois, c'est à bras constant. Parce qu'elle n'y connaît rien à chacun des amendements qui sont posés. Et quand on arrive au bout, évidemment, l'UMP, au bout de 8 heures, ils ont battu pendant 8 heures. 8 heures. Qui se battait à ce moment-là? François Hollande. Qui se battait à ce moment-là? Tous les ministres qui sont aujourd'hui pour réécrire le code. Ils se battaient contre cette recodification. Ils défendaient le code pied à pied. Ils défendaient chacun des amendements qu'on avait rédigés pour défendre le droit ancien. Ils expliquaient que le code du travail, il fallait le défendre comme la prunelle de nos yeux. Ils expliquaient que c'était historique. Ils expliquaient que la loi faisait un crime contre le code du travail. Lisez le journal officiel pendant 8 heures, toute la nuit, dans la nuit du 4 décembre 2007. Évidemment, ils ont perdu. Et à la fin, le Conseil constitutionnel a ratifié en janvier 2008. Et le 1er mai 2008, le nouveau code est rentré en vigueur. Et à l'époque, on lisait des articles. Il disait le code est réécrit, le code est simplifié. C'est bien pour le code. Ça va faire l'emploi. Ça existait, je vous raconte. Ça a existé pendant 4 ans dans ce pays. Et qui a fait le boulot? Jean-Denis Combrexel. Et qui ils ont donné pour le refaire entre maintenant et 2019? Jean-Denis Combrexel. Et il y a quelque chose d'incroyable, d'aberrant. C'est digne d'une république bananière que de traiter comme ça un code qui, au fond, est fait de sueur et de sang, de lutter de larmes. Un code qui est l'indice du degré d'une civilisation. Un code qui est, pour chacun de vous, un détail de la vie intime, essentiel, vital. Le code qui, par ailleurs, est le mot enseigné. Le code qui est le plus dénigré. Le code qui est le plus fraudé. Mais celui qui, en fait, départage entre salariés et employeurs le coût du travail, le salaire et la dignité. Parce que bon, on en entend d'autres après. Un patron vous donne du travail. Un patron ne vous donne jamais rien. Un patron n'a jamais donné rien à personne. Jamais. Vous vendez votre force de travail le plus cher possible, il vous l'achète le moins cher possible. C'est pour ça qu'il faut un code, c'est pour départager. Et les illusions qu'on nous donne aujourd'hui n'ont pas de sens. Je veux dire, Stéphane Le Foll m'a attaqué à la télévision, il dit oui, pour Philoche, les patrons ne sont pas des humains. Si. C'est pour ça qu'on parle d'exploitation de l'homme par l'homme. Rien de surprenant. Après, c'était Bernard Cazeneuve. Il a dit, mais non, ça c'est plus comme avant. L'entreprise n'est pas un lieu, il n'est plus un lieu d'exploitation. C'est quoi, c'est un Nancy? Après, on me dit, ouais, mais regardez, parce que j'attaquais les deux Carlos, c'est mes préférés là. Carlos Tavares et Carlos Ghosn. 5,4 millions et 7,2 millions. On dit, c'est parce qu'ils travaillent beaucoup. Non, c'est parce qu'ils exploitent le travail des autres. Quand on dit, ils font vivre 50 000 personnes. Non, c'est 50 000 personnes qui les font vivre. C'est dans ce sens-là que ça marche. Et c'est bien de mettre au point les choses sur les entreprises, hein, parce que ça suffit d'aller vivre l'entreprise. Il faut avoir de l'eau entre les deux oreilles pour dire ça. Et ça n'existe pas, l'entreprise. C'est comme vivre les poissons. Il y a des requins, il y a des sardines. Pas du tout la même chose. Entre les 1 million de moins de 10 qui font travailler 4 200 000 personnes, et les 1000 entreprises de plus de 1000 qui font travailler elles aussi 4 millions de personnes, mais qui par contre produisent la moitié du produit intérieur brut. Parce qu'en France, il y a 1000 entreprises qui décident de tout. Vous ne laissez pas prendre la tête, le chou, quand on vous dit les patrons, les petits patrons, les moyens patrons, etc. Mais on a 1000 qui décident de tout. Et 80% des PME, PMI sont sous-traitantes. Et 50% d'entre elles n'ont qu'un seul de leur ordre. Elles sont toutes dépendantes. Et donc, en vérité, tout ça, c'est fait en fait pour permettre aux gros de pomper le maximum par rapport aux petites, aux moyennes et aux moyennes. Et donc, c'est le code du travail, quand on dit attendez, ça gêne le petit patron par-ci, par-là. Mais il n'est jamais pas beaucoup respecté le code du travail chez les petits patrons. Hein, le délégué du personnel, ça commence à 11.
Et le comité d'entreprise, ça commence à 50. Et ça commence à 50, c'est-à-dire 97% des entreprises ont moins de 50 salariés. Il faut avoir la grille dans la tête de ce que sont les entreprises dans notre pays. Cette immense pyramide pour savoir qui est au sommet, qui dirige, et pourquoi c'est eux qui font sauter tous les droits de ce point de vue. Alors tous les droits, c'est facile dans la loi, tout va être négocié. La négociation l'emporte. Le contrat l'emporte sur la loi. Non pas qu'on soit contre tous les contrats, les syndicalistes. Si on fait une grève, on signe un accord, c'est une forme de contrat, on est très content qu'il soit mieux que la loi. Ça c'est clair. Les 40 heures, c'est l'accord national interprofessionnel de Matignon en 1936, c'était un contrat. Heureusement qu'il est passé une loi dans les 8 jours qu'on suivit, parce que sinon on n'aurait pas gardé les 40 heures longtemps. Le problème c'est le rapport entre le contrat et la loi. Si vous voulez passer le concours d'inspecteur du travail, il faut dire il faut autant de contrats que possible et autant de lois que nécessaire. Vous aurez une bonne note. Mais si vous voulez garder vos droits, comptez sur la loi, pas sur le contrat. Et si vous voulez un inspecteur du travail, après, il n'a la possibilité de vérifier que la loi, pas les contrats. Et si vous expliquez aux gens les contrats, est-ce que ce serait mieux? Dites-leur de regarder leur contrat d'assurance. Vous savez, celui qui est écrit en tout petit, là, et où à la fin, il y a écrit pourquoi vous n'avez pas touché la prime d'assurance, bien que vous ayez payé pour. Les contrats qui vont être faits sous l'autorité des patrons, ça sera comme ça. On dit, oui, mais la loi est trop compliquée. Non, quand elle est compliquée, c'est les patrons qui voulu la compliquer. Parce qu'au 35 heures, c'est facile à comprendre pour tout le monde. Durée maximale du travail, 48 heures, c'est facile à comprendre pour tout le monde. Et toutes les dérogations qui compliquent, c'est plutôt la nature des contrats. On me dit, on va réduire le code du travail, mais je vous donne un autre argument. Il y a les conventions collectives sont des contrats. Le code du travail fait peut-être 3990 pages. Mais les conventions collectives, il faut 4 armoires pour les contenir. Et chacune d'elles est beaucoup plus longue. Alors, de ce point de vue, ne vous laissez pas embarquer sur contrat et loi. Dites seulement une chose, il faut un ordre public social. Moi, je suis un homme d'ordre. Je veux de l'ordre dans l'entreprise. Je ne veux pas qu'on fasse n'importe quoi, n'importe quel ordre, n'importe quelle condition, avec des heures sup qu'on improvise, et avec des conditions de travail qu'on improvise, et avec des salaires qu'on peut baisser ou faire fluctuer, selon que l'entreprise a perdu 3 euros le trimestre précédent, 3 euros le deuxième trimestre et 3 euros le troisième ou quatrième trimestre que nous sommes en train de discuter à l'Assemblée aujourd'hui. Il faut de l'ordre public social, l'état de droit qui l'emporte. Il faut que les lois de la République s'imposent au marché. Ce sont des choses très simples à défendre. C'est ça qui est enjeu, rien de plus que ça. C'est quand il nous de la négociation. On cherche toujours comment la faire comprendre à des millions de gens. Parce que dans cette salle, vous êtes des syndicalistes, ou en tout cas, vous êtes venus en sachant ce que vous allez entendre. Mais pour nous, l'important à tous ensemble, c'est de le redire à ceux qui sont dehors. Parce que d'ici le 28 avril, il faut expliquer. Alors la négociation, c'est quoi? Moi, j'ai dans l'œil 3 entreprises. Dans le 3e arrondissement de Paris, il y avait beaucoup d'habitements. J'en connais une de 45 salariés, rue Saint-Martin. Il y en a une de 35 rue Mellet et une de 15 rue Notre-Dame de Nazareth. Elles sont un peu différentes, mais elles sont toutes les 3 dans l'habillement. Je vais vous dire ce qui va se passer dans la première, parce que maintenant, on peut négocier le taux des heures supplémentaires. On peut les négocier pour les passer de 25 à 10%. Moi, j'aurais pu imaginer qu'on ait le droit de faire un référendum pour les passer à 50%. Mais ça, c'est interdit. Il n'y a pas de possibilité. Donc, la négociation, c'est pour abaisser, c'est pas pour augmenter. Et là, le patron, il ne va pas s'embêter dans la boîte de 45. Parce que s'il a 45 salariés, c'est parce qu'il n'en a jamais voulu 50. Il n'a jamais voulu le CE, jamais voulu le délégué syndical. Et je sais comment elle est, la boîte. Parce qu'il y a 4 rangées de 10 femmes, c'est des femmes, elles travaillent sur leur machine, la contre-maîtresse est sur une estrade, elle surveille toute la journée, il ne faut pas qu'elle parle entre elles, il faut qu'elle lève le doigt pour aller faire pipi. Je vois très bien comment ça se passe, je la connais par cœur. Et le patron, je sais comment il va faire. Il va arriver, il va se mettre à côté de la contre-maîtresse, il va dire, maintenant les possibilités ont changé, l'entreprise a des difficultés, nous sommes obligés de passer à 25% de majoration des heures supplémentaires à 10%. Et quelqu'un qui est contre? Personne ne va être contre. La négociation sera terminée. Ils passeront, ils perdront 15% sur chacune de leurs heures supplémentaires sur leur feuille de paye. Ils travailleront plus, ils gagneront moins. Terminé. Voilà. Deuxième, 35 salariés, rue Mellet, je sais, c'est un patron plus cool. Il dit, moi je paye mes heures, j'ai assez de marge, je vais les maintenir à 25%. Ah, mais c'est le banquier qui va dire. Le banquier va dire, peut-être, monsieur l'employeur, vous avez une petite difficulté de trésorerie à la fin du mois. Mais moi, banquier, j'aime pas. Les entreprises n'ont pas assez de marge. Regardez le ratio entre le nombre de salariés que vous avez. Est-ce que vous dégagez? Et par conséquent, il va dire, notre entreprise, elle est passée de 25 à 10. Pourquoi vous ne faites pas pareil?
Alors, le petit patron, avant, Ben Khomri, il pouvait répondre, je ne peux pas, c'est la loi. Le taux des heures sup est à 25%. Mais maintenant, il ne peut plus. C'est négocié. Donc le patron, le banquier va lui dire, mais pourquoi vous ne négociez pas? Bah oui, mais si vous ne négociez pas, je ne sais pas si je vais pouvoir vous aider à la fin du mois pour votre difficulté de trésorerie. Et le petit patron est obligé de réunir ses salariés, il va faire moins brutalement. Il va leur dire, écoutez, j'ai une difficulté, je voulais vous maintenir à 25%, mais je ne peux pas, parce que d'abord l'autre là-bas, il ne maintient pas rue Saint-Martin. Et puis le banquier m'a dit que si je ne faisais pas ça, on ne passait pas les mois qui venaient. Donc on est bien obligé de passer à 10%. Et donc il va passer à 10%. Et le troisième, au Notre-Dame de Nazareth, que je connais, qui est un grand voyou, qui a 15 salariés, il va regarder mon texte de loi, et il va dire, si ce n'est pas une majoration, c'est une compensation. Et lui, il va dire, je vous compense maintenant. Vous aurez pas un blouson à la fin du mois. Et puis ça se passera comme ça. C'est-à-dire que la loi a introduit, de façon indigne, le dumping social, dans la même branche, dans le même quartier, à 3 rues d'intervalle, en tirant les salariés sur le bas, sous couvert de négociation. Alors on dirait que c'est incroyable. Oui, parce que la France est membre de l'Organisation internationale du travail. Et ça veut dire être membre de l'Organisation internationale. C'est qu'on veut un droit du travail universel. C'est qu'on veut qu'il y ait le travail des enfants nulle part. On veut que le travail des hommes et des femmes soit protégé dans la durée, qu'il y ait des syndicats partout. On ne veut pas s'aligner sur le Bangladesh. Notre espoir que le Bangladesh, un jour, s'aligne sur nous. C'est ça, la transformation. C'est pas de dire OIT, Organisation internationale du travail. C'est pour que le droit du travail soit constitutif du droit de la concurrence. Et là, on va casser le droit universel boutique par boutique. Ça va se discuter maintenant dans chaque arrière-salle. Alors, il y a Vache qui dit non, j'ai fait des concessions le 14 mars dernier, et il y a nos cas dans les entreprises de moins de 5 ans, il y aura une décision collective et un mandaté. Ou un mandaté. Qu'est-ce que c'est une décision collective? On est juriste ici, un peu. Décision collective, c'est la meute. Tous dans mon bureau. Ou alors c'est tous dans la salle de réunion, ce que j'ai décrit tout à l'heure. En cas d'un moment. Mais vraiment, c'est le mandaté. Alors là, le mandaté, je me rappelle encore des mandatés pour les 35 heures. J'étais déjà contre. Un mandaté, c'est pas un délégué syndical. Moi, je rentrais dans une entreprise, j'étais un peu taquin comme inspecteur. J'avais un accord signé par un syndicaliste dans l'entreprise pour les 35 heures, donc ça donnait de l'argent. Et puis la première personne me dit, où est le syndicaliste? Ah, il n'y a pas de syndicaliste chez nous. Il y a une deuxième personne, je dis, un syndicaliste? Non. Troisième, il n'y a pas de syndicaliste, quatre non plus. Alors après, quelqu'un me dit, allez voir le comptable. J'allais voir le comptable, et je savais que c'était lui. Je lui dis, c'est vous qui êtes le syndiqué? Ah non, monsieur. Bah si, c'est vous qui avez signé la jeune papier entre vous, c'est votre nom, et puis la CFTC, il y a un an. Ah oui, c'est ce que le patron m'avait envoyé. Je me rappelle maintenant. Et alors oui, j'avais ramené le papier. C'est comme ça qu'on a eu l'argent pour les 35 ans. Oui, mais je ne suis pas la CFTC, hein, monsieur l'inspecteur. Effectivement, c'était le neveu du patron. Les mandatés, c'est les neveux du patron. Ou les comptables. Ça n'a rien à voir avec le syndicalisme. Il n'y a rien à voir avec la négociation. Les autres salariés ne savaient même pas. Donc ce n'est pas une négociation, c'est pas plus que la décision collective. C'est le même effet que la nôtre, mais plus distrait. Alors ça, c'est dans 97% des endroits qui se moquent de nous, Valls. Si, ça va être mieux, je vais vous faire des mandatés. Il faut prendre des millions de gens pour des gogos pour expliquer un truc pareil. Qu'un mandaté, c'est mandaté par rien s'il ne vaut pas le patron. Et c'est pour donner des sous au patron. Et que ça n'a rien à voir avec la négociation, avec la démocratie, avec le droit du salarié, avec la possibilité de négocier le coût des heures supplémentaires. Pas rien. Ah ouais, mais c'est des grandes entreprises. Alors tu as parlé, c'est depuis 53%. Alors là, il y a le référendum. J'ai ajouté un petit commentaire sur le référendum, parce que on ne dit pas assez de... Voilà. Quand les syndicats sont majoritaires, ils sont majoritaires. C'est-à-dire qu'ils font un quorum. S'il n'y a pas de quorum, ils ne sont pas majoritaires. Et je vous signale que ce n'est pas comme le député du coin qui se fait élire maintenant avec 20% des voix et 80% d'abstention. Les syndicalistes, ils le méritent, leur vote. Majoritaire, avec un quorum. Bon. Alors ensuite, on va dire, ils sont majoritaires, mais le syndicat minoritaire à 40%, par exemple à la FNAC, puisque c'est ça, eux qui sont visés, va pouvoir demander au patron d'organiser un référendum contre les syndicats majoritaires. Ça, je trouve que c'est déjà très tordu. Vous imaginez, faire ça dans la société. Bon. Mais qui va faire le référendum? El Khomri, elle s'embrouille hier à la télé.
Oui, mais ça sera un référendum, il sera démocratique. Il y a des gens qui se laissent savoir. C'est le patron qui posera la question, c'est pas le syndicat minoritaire. Et vous savez, dans un référendum, qui pose la question a la réponse. Vous l'orientez comme vous voulez. Du genre, si vous ne travaillez pas dimanche, je ferme après-demain, les gens comprennent la question. Parce que après, si on vous dit, vous travaillez le dimanche sur la base du volontariat, bah, ça c'est comme la subordination. Essayez de travailler le dimanche si votre patron ne veut pas. Essayez de ne pas travailler le dimanche si votre patron veut. Évidemment, c'est le patron qui décide. Il va poser la question au référendum. Il va l'organiser quand il veut, à la date qu'il veut. Et tenez-vous bien, pour le référendum, il n'y a pas de quorum. 20% de votants, puis c'est terminé. Donc en vérité, vous contournez comme vous voulez la représentation majoritaire syndicale. Donc c'est comme ça que Smart, ils ont fait. Et Smart, c'était un banc d'essai pour une connerie, quoi. Bon, parce que le premier vote, il donne 56% pour travailler 39 heures, payer 37 au lieu de 35. Bon. Mais 62% des ouvriers sont contre. Mais les organisations syndicales majoritaires sont contre, CGT et CFDT, puisque la CFDT nationalement, dont la métallurgie est avec nous contre la loi El Khomri. Et bah, après, le patron convoque individuellement son salarié et fait signer à 90% d'entre eux l'avenant à leur contrat de travail qui fait qu'ils acceptent 39 heures payées 37, sinon ils sont virés. C'est ça le modèle de démocratie, c'est ça le souci de la négociation, c'est ça qui va rendre. Bon, oui, mais dès que vous abandonnez la loi comme référence, vous êtes livré à ça. Et c'est pour ça que ça peut l'être dans tous les domaines. Vous avez vu l'histoire de Saint-Nazaire. Parce que avant, depuis la loi Aubry, on était tellement battu pour cette histoire-là, que le temps d'habillage soit payé. Vous savez l'histoire du temps d'habillage, je vais très vite. 1936, on considérait tout le monde que quand on mettait son bleu de travail, c'était sur son temps de travail. On casse-routette, c'était sur son temps de travail. Et puis si on avait une pause, ce pipi, c'était sur son temps de travail. Personne ne discutait ça. Celui qui a mis une différence dans la définition du temps de travail effectif, c'est Pétain. 28 août 1942. Il n'a pas touché aux 40 heures, mais il a enlevé les temps de pause, les temps de casse-route et les temps d'habillage. Ce qui fait qu'en fait, ça a dépassé les 40 heures sans modifier les 40 heures. Et c'est resté jusqu'à la loi Aubry. Et la loi Aubry, la première loi Aubry, on a presque réussi à gagner le temps d'habillage, puisque dans les deux premiers votes à l'Assemblée nationale, il avait été dit, c'est quand le temps se compte quand vous êtes sous les directives de l'employeur, point. Le patron avait hurlé, il avait fait le C avec Aubry, Jospin, on est en 1998, et à la fin, ils obtiennent le temps de travail effectif, c'est quand vous êtes sous les directives de l'employeur, sans pouvoir vaquer librement à vos occupations personnelles. Donc vous réintégrez tout. Tout rentre là-dedans, il faut discuter de tout, chaque pause pipi, du temps d'habillage, etc. Et la deuxième loi Aubry dit quand même, le temps d'habillage, c'est quand même le temps pour le patron quand même. Je sais qu'il y a des gens qui disent non, c'est un temps pour soi. On se déshabille volontiers hors de chez soi, dans l'entrée de l'entreprise. Et à l'époque, l'agroalimentaire avait dit l'habillage en France, dans notre branche, c'est 117 heures par an. Donc on ne va pas payer 117 heures par an. Parce que oui, vous mettez des trucs dans l'agroalimentaire, des chaussons, des trucs à chaque fois. Donc vous avez calculé les patrons, 117 heures. Moi j'avais calculé pour eux sur la vie, ça faisait 4670 heures dans une vie de travail de 40 heures à s'habiller, à se déshabiller gratuitement pour son patron. Je trouvais que ça ne soit pas juste que ça ne soit pas payé. Alors ils ont refusé, bien sûr, il y avait le compromis. Le compromis était que 0,2% de. Il y avait une prime, quoi, en fait, une contrepartie. Ma fille qui travaillait chez Quick, elle faisait 20 heures, elle était obligée de faire 24 heures pour ses 20 heures à cause de l'habillage, et elle a vu arriver sur sa feuille de paye, suite à ça, 0,2% en contrepartie de l'habillage. Et bien maintenant, c'est enlevé dans la loi El Khomri. Quelque chose qu'on se bat pendant 70 ans pour y arriver à modifier un petit peu, hop, il le retire, maintenant c'est soumis à négociation. Alors c'est là que je reviens à Airbus Saint-Nazaire. Vous avez vu qu'ils imposent maintenant aux ouvriers de pointer après cet habillé en bleu. Avant, la pointeuse était à l'entrée, vous vous déshabillez, vous mettez en tenue de travail, vous avez travaillé. Ben maintenant, vous vous habillez, vous mettez en tenue de travail, vous traversez l'atelier et vous pointez, c'est 20 minutes. Ça fait 10 heures. Et finalement, comme ça se négocie, ils ont décidé que c'était plus du temps de travail effectif. Donc ils ont dit, comment on dit, c'est 6 euros, c'est 60 euros pour les 10 heures. Et donc un tiers du prix que ce qu'il y avait avant. Donc tous les ouvriers, on est à Airbus, on n'est plus dans la petite boîte du coin, l'habillement. On est à Airbus où ils reprennent le temps d'habillage aujourd'hui pour des milliers de salariés. Et ils vont le faire partout. Parce que rien ne les empêche de reprendre ça partout en termes de baisse de salaire. Il faut le dire aux gens parce que c'est du concret, on a dit.
Hein, quand vous faites 20 minutes de plus le matin et le soir pour marcher entre le temps où vous êtes habillé pour aller rejoindre votre machine et le temps où vous revenez le soir, c'est pas rien dans une vie. Tous les jours, et que vous avez des pertes de salaire correspondants, c'est pas rien non plus. C'est comme ça qu'il faut parler de la loi El Khomri, à mon avis, pour y être le plus concret possible. Et alors après, vous avez déjà entendu dans la presse, c'est le coût des jours de congé si vous avez des décès d'un proche. Alors dans Badinter, puisque son ordre public social est éthéré, light, épuré, il n'y a plus de chiffres. Oui, c'est vrai, je l'ai pas dit tout à l'heure. Dans Badinter, vous trouvez la notion curieuse, et maintenant reprise par Combrexel. C'est la durée du travail, maintenant c'est la durée normale. À un siècle, on se bat pour avoir des horaires, et maintenant c'est la durée normale. Moi, je suis pour les 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de sommeil. C'est trop rigide, non. C'est comme ça qu'il faut qu'une vie humaine au travail soit partagée. On n'est pas sommélisé, ni annualisé. Donc, il faut bien marquer les heures. Non, Badinter, il n'y a plus d'heures. C'est la durée normale. Voilà. Et puis, dans Badinter, eh ben, vous avez tout est light. Qu'est-ce que ça va être sur le congé pour un décès d'un proche? Ça va être, il y a un congé. Après, vous négociez. Le patron dit c'est une demi-journée. Et ce qu'ils envisagent maintenant, si le patron ne négocie pas bien, on ne le fait pas, c'est ce qu'on tu as dit tout à l'heure fort bien, c'est les lois supplétives. Il faut bien faire attention aux détails. Des lois supplétives, sortes de voitures balais, qui seront en fait l'ancien code du travail, et qui vont être écrits entre maintenant par une commission jusqu'en 2019. Vous n'allez pas finir, hein, parce que je vous ai parlé de la recodification pendant 4 ans. Vous allez voir les différences en 2019 sur chacun des points de détail de la vie intime au travail. Pas seulement sur le temps d'habillage. À Toulouse, Blagnac, centre d'appel, 400 personnes, téléperformance. Ils ont exigé que les gens demandent par mail pour aller faire pipi. Il a fallu qu'ils bougent. Et ça a été enlevé. Ils ont gagné en une semaine. Mais ils ont osé. Vous comprenez? Et ça s'apparaît sur chaque pause. Ça s'apparaît sur chaque rythme de travail. Et tout sera négociable parce que la loi, leur public social ne seront plus là et ne l'emportera pas. Et ils vont laisser un champ d'1 an, 2 ans, 3 ans, pendant qu'ils réécriront ce qui restera en creux comme code du travail, voiture balai, loi supplétive. Ce n'est pas une petite transformation. Quand je dis c'est une contre-révolution. Une vraie contre-révolution. Je ne veux pas faire savant, c'est une coupure épistémologique. C'est une vraie coupure dans l'approche du code. Par rapport à ce que nous avons vécu. C'est pour ça qu'on ne peut pas prendre ça. Moi, c'est mon opinion personnelle, je n'engage que moi, je ne suis qu'un militant de base. Moi, je suis pour une grève générale et l'occupation des entreprises quand ceci se produit. Je ne me pose pas la nuit debout. Je compte plus le jour où on occupe les boîtes. Bon. Non, mais vu le goût de la négociation, je crois qu'à partir de là, une fois qu'on a compris ça, on peut parler sur tous les sujets. Parce qu'on a compris ce qui nous attend, l'architecture du code et les changements qui vont se produire. Bon, le licenciement, voilà, ça se fait. L'argumentation pour le public, c'est quand même gonflé de dire qu'il faut protéger le licencieur et plus le licencié. En gros, c'est ce qu'ils font maintenant. La loi Macron protège les petits patrons quand ils sont en faillite et défend leur résidence principale. Mais pas celle des salariés. Faciliter les licenciements, à quoi ça sert? À faciliter les licenciements. À rien d'autre. Le droit du licenciement, tu as mentionné la Convention 158 de l'Organisation internationale du travail. Il y a 5 trucs en fait. Un, ça doit être écrit. Vous verrez bientôt, ça sera plus sûr, ça doit être écrit, le licenciement. 2, il doit être motivé. Vous verrez que l'UMP a déjà déposé des amendements pour que ça soit plus motivé. C'était d'ailleurs le cas du CNE contre la nouvelle embauche de Combrexel et de Villepin en 2006. C'est le cas du CPE en 2006. C'est le cas de la rupture conventionnelle qui n'est pas motivée de 2008 avec Xavier Bertrand, donc il cherche ça. Troisièmement, de la possibilité de défendre. Les possibilités de défense ont été gravement diminuées par certains. Quand maintenant il n'y a plus 3 CE, il y a un seul CE, le patron fait son plan unilatéralement, vous ne pouvez plus combattre comme les Fralib ou les Pilpa ou bien PSA pendant des mois et des mois et des mois, parce qu'il y a des délais préfixes qui sont incontournables. C'est pour ça que vous voyez moins de combats durables sur la défense de l'emploi, parce qu'il y a des limites draconiennes qui sont mises, donc le recours est diminué. 4, c'est la possibilité de faire un recours extérieur pour les prud'hommes, c'est là qu'arrive l'histoire du barème. Et 5, c'est que vous pouviez avant être réintégré ou indemnisé.
Tous ces 5 points de la Convention 158 sont en train de passer à l'as d'une loi à l'autre, en vérité. Alors le barème, moi je fais un nombre d'attaques, c'est qu'il faut dire aux gens, vous vous souvenez, sous Sarkozy, ils avaient inventé une peine planchée contre les délinquants, pour pas que les juges soient trop indulgents. Vous vous souvenez? Il y a une peine planchée. Le barème, là, c'est le contraire. C'est une peine plafond, pour que les juges soient pas trop sévères avec les patrons délinquants. C'est exactement le contraire qui est instauré. Et évidemment, le barème, même s'il passe d'impératif à indicatif, après c'est une pression sur le juge. Monsieur le juge dira à l'avocat du patron, pourquoi vous avez donné 25 mois au lieu de donner 15 mois? Et ça rendra impossible des compensations alors qu'il y aurait eu des esclavages, enfin des exploitations terribles. Vous connaissez la lingère de Chamonix? C'est une femme, elle est vraie, cette histoire, entre 15 ans et 65 ans. Elle a travaillé de 6 h du matin jusqu'à 20 h. Elle ne savait pas lire, elle ne connaissait pas ses droits. Tous les jours. Tous les jours. Elle logeait dans la chambre de bonne de l'hôtel, du grand hôtel de Chamonix. Et bon, elle a travaillé pour le grand-père, qui dirigeait l'hôtel, puis pour le père, puis pour le fils. Et à la fin, évidemment, le fils central l'a viré à 65 ans, il les dégage de la chambre de bonne, quoi. Il y a quelqu'un qui a pris en considération cette femme, un conseiller prud'homme et autour. Et ils ont fait un dossier avec, en faisant jouer une prescription trentenaire exceptionnelle, pour un dol, un véritable esclavage en vérité, pendant toutes ces années-là. Et cette femme a eu 271 000 € de compensation. C'est à ce moment-là que Laurence Parisot avait dit, c'est la preuve que les prud'hommes, ça insécurise les employeurs. Et c'est là qu'est l'idée du barème, pour plafonner. Quelquefois qu'un patron qui a esclavagisé quelqu'un pendant 30 ans se voit un jour sanctionné. C'est pour rendre impossible ça. Le barème, c'est pour rendre impossible de traquer un patron délinquant qui sont comportés comme un voyou et qui vire quelqu'un à 54 ans pour prendre un jeune qui va payer 2 fois moins cher, alors que quelqu'un en question va se retrouver sous les ponts et ne pourra pas arriver à vivre correctement jusqu'à sa mort parce qu'il n'aura pas les habilités pour sa retraite. C'est ça l'histoire du barème. C'est une agression contre la totalité des salariés lésés. Et ça pourrait nous dire, c'est ça, ils font trop prud'homme. Mais non! Il devrait y avoir 500 000, 600 000 personnes au prud'homme. Il y en a 180 000 qui y vont. On dit oui, mais ils gagnent beaucoup. Mais pas. Et pour cause, parce qu'ils sont dans leur droit. Parce que le salarié qui a levé tous les obstacles pour aller au prud'homme, en général, c'est parce qu'il est vraiment dans son droit. Moi, j'ai vu des gens renoncer parce qu'ils ne savaient pas la difficulté, parce qu'ils n'avaient pas d'avocat, parce qu'ils ne connaissaient pas le droit, parce que le mot prud'homme était même étranger à leur vocabulaire. Et donc, en fait, vous avez des centaines, et puis on va dire, la France est trop, comment dirais-je, elle se bat trop en juge. C'est pas vrai. On est le 7e pays en Europe en matière de saisine de procès pour le droit du travail. Donc, en vérité, il va y avoir en fait plus de sanctions contre les patrons prud'hommes. Les prud'hommes sont une belle justice. On devrait avoir des élections, j'aurais jamais dû les supprimer. Il devrait y avoir un lien direct avec les salariés par le biais des prud'hommes, et non pas ce qui se passe. Leur modèle, c'est les États-Unis. Ils nous taxaïsent, pour ceux qui comprennent l'expression. Parce que vous avez regardé le film, je le dis tous les soirs, avec Georges Clooney, qui s'appelle Lisière. Georges Clooney joue le rôle d'un licencieur. Il est tout le temps dans l'avion, et quand il atterrit, il licencie, c'est son job. Et alors, le licenciement, d'abord aux États-Unis, ma fille n'y croyait pas quand je regardais. Ça dure 2 minutes. On vous convoque, on vous donne un petit carton avec vos affaires, on vous met 2 gardes du corps pour pas que vous parliez à vos collègues, on vous vire de l'entreprise, vous n'avez plus jamais le droit d'intervenir, c'est fini. Il n'y a pas de procédure, il n'y a pas de motif, il n'y a pas autre chose. Et ça, c'est leur modèle. Mais quand vous êtes traité comme ça, vous êtes traité comme des chiens. Toi, dehors, je vais pas te dire pourquoi. Toi, dehors, ça fait 25 ans de théâtre, tu fais tout de suite, c'est fini. Et c'est l'autoritarisme le plus terrible contre les droits. Parce qu'elle défend vos droits après en amont, quand vous avez cette menace-là derrière les nuques. Évidemment, vous ne défendrez pas, vous n'allez pas réclamer vos heures supplémentaires si ce genre de procédure que vous avez dessus. Alors ne croyez pas qu'aux États-Unis, il n'y a pas de procédure quand même, il y en a. Il y a même tellement de procédures dans le droit civil, puisqu'il n'y a pas de code du travail, qu'il y a 36 000 pages du droit civil qui sont consacrées au licenciement. 36 000. À côté, Bayrou, il y aurait du mal. Obama dit qu'il y a chaque année aux États-Unis 24 000 meurtres. Boum. Mais il y a 200 patrons qui sont tués. Boum. Je le dis aux patrons français. Êtes-vous sûr? Êtes-vous sûr?
Alors, j'ai pris les hors sup, le droit du licenciement. Maintenant, je vais prendre un autre aspect. Parce que dans le titre de la loi, je ne veux pas faire d'erreur du tout, parce que vous avez visant à instituer de nouvelles libertés, de nouvelles protections pour les entreprises sont d'abord, et les actifs. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui me dit, mais quel est le problème? Pourquoi on dit les actifs et pas les salariés? En droit du travail, le droit de travail, c'est celui des salariés, ce n'est pas des collaborateurs, ni soudainement des actifs, comme un peu plus loin il y a écrit les droits fondamentaux de la personne. Ben oui, mais c'est parce que c'est le VTC, quoi. L'autre jour, j'étais dans un débat à la chaîne parlementaire, il y avait une femme, une bourge là, qui dirige Challenge, Gisèle Opé-les-Maires. Et en face de moi, elle me dit, vous vous rendez compte, M. Filoche, les jardiniers du Sénat sont encore fonctionnaires. J'ai pris, je cogitais pendant que la caméra tournait, elle voulait tout dire à la fois, cette femme. Qu'il fallait une société sans statut, comme Macron. Macron, c'est une société sans statut. Ni code du travail, ni statut de la fonction publique. Parce que les fonctionnaires ne croyaient pas une seule seconde que vous allez échapper à tout ça. Donc sans statut. Et elle a dit, c'est absurde d'avoir des jardiniers fonctionnaires. Bon, ils ont qu'à être auto-entrepreneurs, horticulteurs. On va les appeler pour les feuilles au printemps et pour les feuilles à l'automne. Et le reste du temps, ils se démerdent. Alors ça, c'est un deuxième film qu'il faut regarder, Quémada, avec Marlon Brando. Je ne cite que des films avec des bons acteurs. Quémada, c'est la révolte des esclaves à Haïti. Et c'est un bon film, hein. Gilles Pontecorvo, c'est pas n'importe qui comme cinéaste trop méconnu. Et les esclaves se soulèvent, les propriétaires terriens les flinguent, les esclaves se soulèvent, les propriétaires terriens les flinguent, et à la fin, les esclaves vont gagner. Alors Marlon Brando, il réunit tous les propriétaires terriens, et il leur dit, mais arrêtez avec l'esclavage, arrêtez, faites-en plutôt des salariés, ça vous coûtera moins cher. Réfléchissez, l'esclave, vous le nourrissez depuis qu'il est petit jusqu'à la mort, vous le logez, tout ça. Faites vos comptes. Avec un salarié, vous ne le paierez que quand vous aurez besoin de lui. Juste pour l'acte productif. Et c'est là que commence l'immédiat après esclavage ou le début du salariat. Et c'est ça auquel ils veulent nous faire revenir. Parce que nous, en 170 ans, on a reconquis avec nos cotisations sociales un peu sans chaîne ce que les esclaves avaient. De quoi se nourrir, les enfants, le chômage, la retraite. C'est la cotisation sociale, c'est ça. Ça sert à reconstruire notre force de travail pour pouvoir la revendre le lendemain et être à nouveau productif. Le salaire net et le salaire brut, c'est ça. On a conquis ce que les esclaves avaient sans être esclaves. Là, c'est les grands progrès du salariat en 170 ans. Mais ils veulent nous débarrasser des cotisations sociales et revenir strictement à l'acte productif. Alors Uber, avec le chauffeur, voiture, tourisme, avec commerce, c'est exactement ça. L'autre jour, on m'a mis avec un gars comme ça, 25 ans, on a voiture, il était 23h30. Il dit, mais vous travaillez plus longtemps, aujourd'hui il me dit 20 heures. Puis vous travaillez combien par semaine? Il me dit 110, 120 heures. Puis vous faites tant que ça va, la santé? Il me dit, oh, je suis jeune, puis j'ai besoin d'argent. Bon d'accord, mais la santé, il me dit, j'ai un ulcère. Je dis, mais la vie, il me dit, ma copine m'a quitté. Je dis, puis vous n'êtes pas trop fatigué? Il me dit, ma mère m'a cousu 2 couvertures pour dormir dans la voiture. Je dis, mais alors, vous gagnez quand même beaucoup. Je dis, on passe pas là. Je dis, pourquoi? Elle me dit, j'ai un accident il y a 3 semaines, de la tôle, je ne peux pas rouler avec une voiture abîmée. Alors ça m'a coûté 1600 euros. Je dis, alors, elle dit, c'est moi qui rembourse. Je dis, vous avez demandé à Uber. Et Uber, il ne s'en charge pas. Parce que Uber, ce qu'il fait, c'est qu'il lui donne la course. Et lui, il paye 25% de la course à Uber. Il n'y a pas de bulletin de paye. C'est une relation commerciale. C'est une relation qui est de travail, mais qui n'est pas de relation du droit du travail. Il n'y a pas de salaire, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de médecine du travail, il n'y a rien. Comme dit Macron aux jeunes, cherchez plus des patrons, cherchez des clients. Ben, il est client. Et Uber et eux, leur relation est celle-là, plus rien à voir avec un code. Et alors je lui dis, vous allez gagner combien à la fin du mois? Ouais, ce mois-là, 1200 euros. 120 heures par semaine, 1200 euros. Et dans les conditions que vous dites. Si vous avez réclamé pour votre bagnole à Uber, mais non, il n'y a pas question. Ils m'ont même menacé de ne plus donner de course si je continuais à les embêter avec une lettre recommandée. Ben, évidemment, il n'y a aucun droit. Il n'y a aucun rapport. Et quand l'autre arrête, il arrête les courses, il n'a plus de boulot. Il n'y a même pas d'acte de licenciement puisqu'il n'y a pas de contrat de travail. Et vous dites Uber, c'est les voitures touristes avec chauffeur, c'est exceptionnel. Ben non. Les pilotes de Ryanair,
ce sont des auto-entrepreneurs. Les hôtesses de l'air de Ryanair, ce sont des auto-entrepreneuses, elles sont immatriculées en Irlande pour qu'il n'y ait pas du tout de fiscalité sur le dos. Et la pilote, lisez le livre, la Bienvenue à bord, de celle qui travaille chez Ryanair, là, qui est intéressant. Elle dit que le calcul de son salaire commence quand les roues de l'avion ont décollé du sol. Avant, elle s'habille. Ah oui. Et son travail effectif, c'est quand l'avion décolle. Et il s'arrête pour comptabilité quand il se pose. Il n'y a pas besoin de pointeuse, là, pas comme Airbus. Donc le coût de son travail est diminué à peu près par 7 ou 8 par rapport à une autre hôtesse de l'air. Et pourquoi vous croyez qu'Air France veut faire Transavia à la place d'Air France? Pour arriver au même résultat. Pourquoi vous croyez qu'il remplace 40% de TER à la SNCF pour faire des cars Macron par milliers? Parce que vous allez finir avec des pilotes auto-entrepreneurs dans les cars. Parce que le but proclamé, il est d'arriver à diminuer drastiquement dans tous les domaines. Évidemment, femme de ménage, réparateur d'informatique chez vous, ou bien le prof qui vient le soir, c'est déjà le cas. Mais vous allez le trouver dans tous les effectifs de l'hôpital. On n'aura plus des effectifs de l'hôpital eux-mêmes, on appellera ponctuellement le jardinier de l'hôpital, ou le kiné, et ils seront tous à leur propre compte, et ils se paieront eux-mêmes leur cotisation sociale, comme disait Marlon Brando, au propriétaire terrien d'Haïti. Parce que le fonds déclaré est celui-ci. Dans la loi Macron, ils avaient modifié, ça m'avait attiré l'attention, l'article 164 du Code civil. Pourquoi pas, on regarde, comme on est plutôt travailliste que civiliste, on passe dessus une première fois, puis vous êtes quoi. Après, on voit qu'il complète ça par la lettre du 8 février 1995 sur les frontaliers, et en fait, on va voir l'article. C'était l'article qui disait que toute relation de travail dépendait du Code du travail. Ils l'ont enlevé, le Code civil. N'ayez pas d'illusion sur ce qu'ils doivent faire. C'est pas une attaque seulement contre les droits des salariés, c'est une attaque contre le salariat. Donc après, vous pouvez toujours vous accrocher, il n'y aura plus de syndicat, il n'y aura plus d'institution représentative du personnel. Ça, c'est le plus proclamé. Et quand je dis ça, c'est pour qu'on touche tout le monde, qu'on fasse peur à tout le monde. Parce que si on ne se mobilise pas maintenant, si on est dans une demi-routine, si on n'arrive pas à passer 1 500 000 ou 2 millions de personnes dans les manifs à venir, si on ne va pas jusqu'au bout dans le combat qu'on est en train de mener, c'est ça qu'on va subir. Il le proclame, ouvrez le Figaro, ouvrez les Échos, ouvrez l'Opinion, tous les jours, la fin du salariat, point d'interrogation. D'un côté, la fin du salariat, et de l'autre côté, la baisse des droits pour baisser le coût du travail et augmenter leur marge. C'est ça le fond. Et donc il faut arriver à le faire passer partout. Il faut qu'on soit dans des situations exceptionnelles et qu'on ne décroche pas. Qu'on ne considère pas que ça va passer par des amendements au Parlement. C'est faux. Cette loi n'est pas améliorable. Elle n'est pas amendable. Elle n'est pas... Il faut la retirer parce que c'est une question de principe, d'histoire, de défense vivante de chacun de vous au boulot. Il n'y a pas une seule justification économique à ça. Macron dit que c'est parce que si on donne de l'argent aux riches, ça ruisselle. Évidemment. Ce qu'ils font, c'est pour pomper. Comme les Shadocks. Ils n'en ont jamais assez. Et après, tout ça va à Panama. C'est qu'après, tout ça, c'est pour la barbarie. Parce que jamais ça ne se retraduit par un secret ou une protection. Quand vous avez enlevé toutes les protections et qu'ils ont tout pompé, en vérité, vous avez une société à la Mad Max. Quand vous n'avez plus d'ordre public social, quand vous n'avez plus d'état de droit, et bien à ce moment-là, il est trop tard. Donc c'est maintenant que je vous propose qu'on explique, et qu'on se mobilise jusqu'au bout pour le 28 avril. Merci.